Bonsoir à tous. Et merci d'être encore là sur cette session qui est un petit peu tardive. Alors, en attendant, parce que je crois qu'il y a encore une session qui n'est pas terminée. Je vais vous présenter rapidement les actualités du réseau Sentinelle Mortalité Épilepsie. Voilà, donc je rappelle chaque année les objectifs. C'est recenser et décrire les causes et circonstances des décès. C'est communiquer autour des risques liés à l'épilepsie. Ensuite, on veut favoriser des projets de recherche en lien avec les SUDEP. Et d'ailleurs, je fais un appel à projets. S'il y en a qui ont des projets sur les SUDEP, n'hésitez pas. Et puis, une mission très importante, c'est accompagner les familles endeuillées, évaluer leurs besoins à l'occasion des entretiens. Bon, le fonctionnement du réseau, on a une petite cellule de coordination qui est à Montpellier. Ils sont tous là. On a le comité de pilotage qui se réunit une fois tous les 2 mois à peu près. On a pas mal de membres ici dans la salle. Et puis après, on a nos correspondants médicaux qu'on voit à l'occasion de la réunion annuelle des JFE. On a 110 correspondants, c'est à peu près stable, 50 neuropédiatres et le reste neurologues. Alors ensuite, communication, donc rapidement. Donc, on essaye de faire évoluer un petit peu le réseau, donc qui est inclus dans le site internet du réseau, qui est inclus dans celui de la Ligue. Et notamment, cette année, on a rajouté une page sur les SUDEP, un petit peu aussi à la demande des familles. Alors, cette page, elle a été faite, justement, elle a été co-rédigée, enfin, du moins relue par les familles endeuillées du réseau, de manière à s'adapter. Et on a repris un petit peu la définition, les mécanismes, les facteurs de risque, etc. Cette info, on va essayer de la diffuser sur d'autres sites éventuellement pour justement informer un peu mieux les neurologues, notamment les neurologues libéraux, qui sont pas forcément, qui connaissent pas encore aujourd'hui tous l'existence et les facteurs de risque des SUDEP. Un autre point, alors là, Blandine Dauzière nous en parlera, ça fait partie d'une des présentations. Donc l'adaptation, disons que la traduction et le sous-titrage d'un film qui informe sur les SUDEP, qu'on va voir tout à l'heure. Et puis on a mis un certain nombre d'informations, notamment un film, une interview du professeur Surges en Allemagne, qui est responsable de l'association, enfin je ne sais pas si c'est une association, mais en tout cas du groupe qui travaille sur les SUDEP et qui s'appelle Stop SUDEP. Et en fait, c'est grâce à une de nos familles, qui est notamment Elisabeth Fabre, qui en fait a traduit et qui est là. Très bien. Bonsoir. Et qui a traduit en fait, qui a sous-titré ce film et qui nous a traduit d'ailleurs un certain nombre de documents qu'on devrait mettre en ligne. J'en profite pour parler de son livre, peut-être qu'elle en parlera un peu plus tard, qu'elle a sorti cette année, Tout tombe, il faudra une douceur infinie, qui est en fait un témoignage d'un certain nombre de familles, justement. On a également retranscrit, à l'occasion du 3e sommet national de l'épilepsie organisé par Épilepsie France, on a retransmis, ça a été enregistré, on a retransmis les communications. Ensuite, on a eu la journée des familles endeuillées. Et là aussi, on a profité pour récupérer la présentation de Magali Boutin qui porte sur stress et épilepsie, qui est en ligne, qui est accessible. Et puis, dernier point, on a, je ne sais pas si tous connaissent le livret des familles endeuillées qu'avait rédigé Bernadette Larquet et qui a été actualisé cette année, notamment les sites, etc., les informations pratiques. Voilà. Publication, ça on l'a présenté à la session de ce matin, c'est Chris Serran ici présent, donc, qui a publié dans Neuroépidémiologie les résultats sur la mortalité. Je continue. Le 3e sommet national de l'épilepsie, donc on a participé notamment Blandine Dauzière et Sylvain Reims à la table ronde pour la discussion sur les décès et risques de mort subite en épilepsie. Voilà, ce sommet va de nouveau avoir... Non, ce n'est pas un sommet, mais il y a un séminaire qui aura lieu cette année à peu près à la même période. Recensement des décès liés à l'épilepsie, un petit point. Alors, on a essayé de voir un petit peu l'évolution au cours des années.
On est à 417 signalements, donc dans l'immense majorité, plus de 80% sont des SUDEP. Et pour voir un petit peu si c'était à peu près stable au cours des années, c'est le cas. Hein, peut-être on avait peur que ça s'émousse au fil des années, mais finalement, on a à peu près le même nombre de décès chaque année. Voilà, la majorité des personnes qui signalent sont des neurologues hospitaliers, suivis des neurologues, des familles, pardon. On a pas mal de signalements par les familles, notamment via le site, hein, bien sûr. Vous avez sur le site un formulaire de signalement. Les régions, c'est un petit peu inégal en fonction de nos correspondants, on va dire. Il y a des régions où on a la Bretagne, on a pas mal de signalements, l'Île-de-France bien sûr, et puis vers Grenoble, Lyon également, et puis dans notre région bien sûr. Ah, je pense qu'il y a l'accompagnement des familles maintenant. Alors, on a, au niveau des familles endeuillées, déjà, on a eu pas mal d'évolutions, puisque Bernadette Larquier, qui était là depuis le début, qui a été un petit peu à l'initiative de la création du réseau, n'avait plus de disponibilité depuis quelques années. Donc, le relais a été pris déjà depuis maintenant 3 ans par Marie Rénal et Muriel Lesmont. Une participation un petit peu plus récente d'Elisabeth Fabre. Et donc, elles sont en contact, en fait, quand les familles le souhaitent, directement avec les familles. Et puis, elles participent également, bien sûr, à la rédaction des documents, aux différentes actions. Alors, excusez-moi. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Elles ont souhaité, en fait, créer une association sur les SUDEP pour rendre de familles, hein, ce sont vraiment les familles qui se sont regroupées, pour créer cette association et avoir un peu plus de visibilité et d'échange directement avec les familles. Donc cette association, elle s'appelle StopMep. On pourra échanger après si vous le souhaitez. Les journées familles endeuillées, donc elles ont eu lieu le 29 mars. C'est toujours à Paris, hein, pour des raisons de logistique qui sont un petit peu plus simples. Voilà, elles ont été organisées avec le soutien financier de la FFRE. On a eu à peu près 18 familles qui ont participé. Voilà, je crois que c'est assez apprécié. Il y a une bonne participation, beaucoup d'échanges et c'est très apprécié par les familles qui participent. Voilà. Et je voulais souligner aussi la participation au COPIL, la coordinatrice du groupe Mortalité issue d'Épilepsie France, Sylvie Gémeaux, qui a intégré le COPIL, ce qui fait que ça nous permet aussi d'avoir plus d'échanges en direct avec les familles. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Depuis mai 2022, on a eu 56 familles qui ont échangé, qui nous ont contactés. Peut-être que Sonia veut dire non. Bon, je vais passer. Donc, c'est surtout à la demande des familles. Il y a un échange il y a un échange au moment où elles le demandent sur 14 rendez-vous, c'est exceptionnel. Hein, c'est plutôt 2-3 rendez-vous pour ensuite réadresser localement sur place si les besoins s'en font sentir, s'il y a une demande des familles. Voilà, et c'est beaucoup d'échanges sur aussi les connaissances, comprendre l'événement. Beaucoup n'étaient pas informés de l'existence des SUDEP avant que le drame arrive. C'est beaucoup de questions autour de cette problématique, de la non-information au préalable, si vous voulez. Voilà, et puis elles sont orientées, accompagnées par Sonia, ici présente. Bon, je vais m'arrêter là. Sur les perspectives, on veut vraiment communiquer de manière un peu plus insistante et un peu plus large. Je pense qu'on s'aperçoit que même au niveau des neurologues, on a encore une certaine méconnaissance, neurologues libéraux surtout, des SUDEP et des facteurs de risque. Également auprès des institutions spécialisées. J'ai mis S, pardon, Cécile, excuse-moi. À l'initiative de Cécile Sabourdi, on voudrait conduire une réflexion avec les institutions pour proposer une conduite à tenir, un soutien des équipes, mais Cécile va en parler ce soir, justement. On va bien sûr poursuivre le recensement et l'accompagnement des familles. On va essayer d'adapter un petit peu nos outils aussi pour le signalement. Et puis, dernier point, mais il y en a d'autres, mais adapter la plaquette sur les risques pour la population pédiatrique. Et ça, c'est à l'initiative de Blandine Dauzière, ici présente également.
Voilà, je vous remercie et je vais passer la parole à Benoît Martin. Donc tu n'es pas accompagné de William. Non. Il va nous parler de recherche fondamentale. Alors voilà, c'est ça. Bonsoir, et puis désolé à l'avance parce qu'il va y avoir un petit peu de redondance partiellement avec ce que j'ai présenté l'année dernière, mais visiblement l'auditoire n'est pas le même, donc c'est pas tout à fait vain. On travaille à Rennes et on travaille sur des modèles de souris et on cherche à développer un modèle de souris qui pourrait répondre à des tas de questions sans vouloir faire de compétition avec les modèles de Dravet, par exemple, avec des représentants ici présents. Mes liens d'intérêt. Alors, vous connaissez peut-être pas la crise audiogène. La crise audiogène, c'est quoi? C'est en fait à la présentation d'un son pour certaines lignées de souris. Les souris vont présenter, et vous allez le voir dans un petit film, vont présenter ce qu'on appelle une course folle, puis ensuite une crise que nous on appelle tonico-clonique, puis une crise tonique, qui peut être suivie du décès ou pas. Voilà. Voilà la course folle. L'intérêt de la crise audiogène, c'est qu'il n'y a pas de stimulation chimique, il n'y a pas de stimulation électrique, c'est complètement exogène. Donc, dès lors qu'on s'intéresse à des mécanismes, on ne peut pas prétendre à qu'il y ait des interactions avec la façon de provoquer la crise. Alors, une crise, voilà, je viens de lancer la crise. Vous allez entendre un son, logiquement. On n'entend pas très fort. La souris fait sa course folle. Elle va faire sa crise clonique, sa crise tonique avec l'allongement des pattes et puis une hyper... Et elle va mourir ou pas mourir. Alors ici, voilà un autre film où on va comparer... Pardon ? Oui, alors voilà. Mais pas tant que ça, justement. Pas tant que ça. Donc là, vous avez une comparaison, effectivement, avec deux modèles. À gauche, il y a en fait... Alors, vous voyez, c'est la même sévérité. Et à gauche, la crise sera létale. On observe, en tout cas, on est capable de prédire, parce que la souris n'est pas encore morte à ce moment-là, un relâchement des oreilles, vous voyez, hop, qui apparaît du côté à gauche. Et à droite, la souris récupère progressivement et ne va pas mourir de sa crise. Voilà. Alors, l'intérêt de la crise audiogène, et ça, ce n'est pas publié, c'est-à-dire que si on fait des mesures, même au niveau de l'activité respiratoire et cardiaque, pardon, pas respiratoire à ce moment-là, EEG, ECG, eh bien, en fait, on va aussi observer cette suppression post-critique de la même façon que ça a été décrit un peu partout pour les SUDEP. Et donc, en fait, c'est aussi, cette caractérisation permet une validation du modèle, justement, pour s'intéresser à tout ce qui concerne la SUDEP. Le problème est le suivant, c'est que si on veut s'intéresser à un modèle-là, si on prend des rats, Édouard me dirait que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas grave, si on prend des rats, la plupart des rats ne meurent pas d'une crise audiogène. Donc, ce n'est pas un bon modèle de SUDEP. La souris, toutes les lignées de souris ne répondent pas, et même s'ils répondent, elles ne meurent pas toutes. Et donc, on a décidé de développer un modèle avec des souris qui, cette fois-ci, présenteraient une crise tonique et décéderaient systématiquement. Quel est l'intérêt d'avoir ce modèle-là? C'est-à-dire que si nous, on veut faire des investigations du type poser des électrodes cardiaques et des choses comme ça, on ne perd pas de temps, parce que si on avait des souris pour lesquelles on pose des électrodes, on fait notre modèle, on teste la souris et la souris ne fait pas de crise, on perd beaucoup de temps. Et donc, on a voulu développer ce modèle-là, et par la même occasion, on a voulu sophistiquer. C'est-à-dire qu'on a voulu donc développer un modèle de souris qui fait une crise tonique et qui décède de sa crise, et un modèle contraire qui va aussi faire une crise tonique et qui ne va pas décéder de sa crise, même s'il y a une crise tonique. Désolé Stéphane, mais nos souris font des crises toniques et n'en meurent pas.
Et donc, en fait, comment on a fait? On a pris 4 lignées de souris, on a les a croisées, DF1, DF2, on a fait ce qu'on appelle une population ségrégeante, et puis on les a sélectionnées progressivement. Alors, on a eu plusieurs stades de sélection. Le premier stade de sélection, c'est-à-dire on sélectionnait des souris qui présentaient toute une crise tonique, et puis ensuite on a eu 2 sous-groupes, des souris qui mouraient dans un cas et des souris qui ne mouraient pas dans l'autre, dans les 2 sous-groupes de sélection. On a fait ça au début, puis ensuite on a rajouté le poids comme critère de sélection. Pourquoi? Parce que si les souris sont trop fragiles, on ne peut pas faire de la chirurgie dessus après. Après avoir fait le poids, on a continué à refaire cette fois-ci une seconde sélection sur la crise à 3 mois d'âge, parce qu'on voulait on voulait contre-sélectionner les gènes de la surdité. Il faut savoir qu'une souris, dans la plupart des cas, devienne sourde entre 2 et 4 mois. Donc, si on veut faire des recherches chroniques, il faut que les souris continuent à répondre à crise audiogène âgée. Voilà. Et donc, voilà les résultats de la sélection. Donc, à gauche, on a appelé LAGS+, les souris qui meurent, et à droite, les souris qui ne meurent pas. Et donc, vous voyez qu'après 16 générations, en bleu foncé, ce sont toutes les souris qui présentent une crise tonique et qui meurent, et en bleu ciel, les souris qui présentent une crise tonique et qui ne meurent pas. Donc on voit qu'effectivement, en génération 16, toutes les souris aujourd'hui meurent. De l'autre côté, pour LAGS-, eh bien, en fait, on observe de la même façon, au bout de 16 générations de sélection, toutes les souris font une crise tonique et aucune souris ne meurt. Vous avez vu tout à l'heure le film, et en moyenne, une souris fait une crise tonique au bout de 34 secondes. Là, nos souris, avec la sélection, nos souris font une crise tonique en 4-5 secondes, pas plus. Et aussi bien dans les souris qui meurent que les souris qui ne meurent pas. Alors, avec un travail qui a été initié avec l'équipe à Amiens, avec Eva ici présente et aussi avec William, on s'est posé la question au niveau des propriétés cardiaques de nos souris. Parce qu'évidemment, maintenant qu'on a un modèle de souris qui meurt et un modèle de souris qui ne meurt pas, évidemment, on va les comparer. Et donc, en fait, on a eu 2 hypothèses. La première hypothèse, l'hypothèse, c'est de dire est-ce qu'il y a des différences au niveau de l'activité cardiaque? Donc on a une première approche qui est une approche innée. Est-ce que nos souris qui ne meurent pas, est-ce qu'elles ont les mêmes activités cardiaques que les souris qui meurent à l'état basal? Ça a été une première approche. Une deuxième approche qui était, et j'ai vu un poster qui traite un peu du même sujet, si je fais répéter des crises à mes souris, est-ce qu'à force, je vais avoir une évolution des caractérisations? Et donc, en fait, est-ce que mes souris, à force, vont présenter des propriétés qui sont différentes? Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des souris qui ne meurent pas, on leur a fait des crises, et puis, à chaque fois, on mesurait les paramètres. Alors, donc, c'est là où je vais probablement vous décevoir, mais nous aussi, on est assujettis à des comités d'éthique, et il y a une entreprise aux États-Unis qui a développé un nouveau modèle. Et ce modèle, en fait, est basé sur le fait qu'il y a une petite tour, il y a des électrodes, et la souris va poser ses pieds dedans, et de temps en temps, au hasard, la combinaison de la façon dont elle pose ses pattes permet, via les pattes, d'enregistrer l'activité cardiaque. Donc l'intérêt, c'est que dans ces cas-là, on n'a pas besoin de passer sur un comité d'éthique parce qu'il n'y a pas de souffrance. Voilà. Donc on a voulu tester ce modèle-là. Et dans ce cadre-là, il y a eu un travail qui a été fait par une étudiante qui habite à Brest, qui travaille à Brest, qui est à l'université à Brest, et par ailleurs qui est aussi patiente épileptique de Nathalie de Grissac. Et donc c'est elle qui est venue à Rennes et qui a fait ce travail-là. Et donc en fait... je vais venir tout de suite aux résultats. Et donc, en fait, lorsqu'on a fait ça, on s'est rendu compte tout de suite, ou presque, que en fait, le dispositif américain ne fonctionne pas. Déjà, il ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la fréquence d'échantillonnage est à 2 kg, même si pour vous, c'est satisfaisant au niveau de la clinique, mais au niveau de la souris, il faut savoir qu'une souris, son cœur, ça pédale à 600 battements par minute. Et donc, dans ces cas-là, 2 kg, ce n'est pas suffisant. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle les enregistrements que vous observez ici, donc vous avez des enregistrements LTSI qui correspondent aux enregistrements qu'on a pu avoir, eh bien, en fait, les enregistrements, ils sont relativement parasités et ils sont ingérables.
On a demandé à l'entreprise qui fait la même chose de nous montrer des enregistrements ensuite. Voilà. Et donc ça, c'est l'enregistrement en haut à droite. Et la même chose, on voit que ce n'est pas non plus très propre. Et pourtant, leur mécanisme, on peut voir en bas, ils sont quand même capables d'essayer d'extrapoler en fait un QRS, alors qu'à mon avis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pourquoi? Au moins aussi, voilà un travail qui présente la comparaison de l'activité ECG entre l'humain et la souris. Et chez la souris aussi, en fait, il nous faut aussi 3 pôles pour faire des enregistrements, sachant que les 10 pôles à chaque fois permettent de mesurer des choses qui sont différentes. Et donc nous, quand on met nos souris dans ce dispositif, comme c'est un peu lié au hasard à quel moment on a quelque chose qui ressemble à de l'ECG, eh bien parfois on aura une souris en haut à gauche contre les 3 autres souris, ou on aura les deux pattes antérieures versus les 2 pattes postérieures. Et donc évidemment, ça ne donne pas la même chose. Et comme en plus, pour faire une inférence, on essaye d'extrapoler le signal ECG, eh bien en fait c'est une moyenne qui ne donne n'importe quoi. Et donc, c'est la raison pour laquelle les résultats qu'on a testés quand même, parce qu'il y avait une étudiante qui travaillait, les résultats n'ont pas été significatifs, mais nous, on en tire aussi la conclusion que le dispositif ne fonctionne pas. Il y a aussi une autre raison aussi, c'est que le dispositif permet d'avoir que des plages d'enregistrement de 10 secondes maximum, et en fait, on travaille sur la somme de plages de 10 secondes. Et même, c'est la même chose, si on veut mesurer la variabilité cardiaque, dans ces cas-là, c'est la même chose. C'est pas du tout cette plage temporelle n'est pas suffisante. Voilà. Donc, en conclusion, on ne peut rien conclure sur les enregistrements. Notre dispositif ne fonctionne pas. On va devoir passer dans des électrodes profondes et on vous présentera les résultats l'année prochaine. Merci. Il y a des questions ? J'ai tenu mon temps de parole. Hein. Parfait, merci. Oui, Massimo. C'est pas pour compétition. Non, pas du tout. La question c'est la génération des souris qui meurent à la première crise. Est-ce que tu penses Oui. que c'est un bon modèle de SUDEP parce que les facteurs de risque de SUDEP, c'est la répétition des crises. En général, les patients ne meurent pas à la première crise. Est-ce que tu penses que c'est un bon modèle de SUDEP humaine? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu penses, et peut-être c'est une aide pour répondre à la question, est-ce que tu penses que la souris qui meurt a une condition qui est similaire à la condition d'une patiente à la crise qui cause la SUDEP? Alors, ça veut dire que tu as recréé les conditions SUDEP parce que la souris meurt à la première crise. si on prend notre souris LAGS-, et si effectivement on lui fait faire des crises successives et qu'à force elle meurt, oui, je pense que ça sera un bon modèle de SUDEP dans cette logique où effectivement il y a une dégradation des propriétés, il y a une fragilité qui s'instaure qui fait que les souris meurent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vois bien ta critique et là-dessus, je reconnais qu'effectivement, si la SUDEP, c'est une détérioration progressive, là, nos souris, elles sont effectivement, elles sont déjà dégradées à l'avance. D'un autre côté aussi, il n'empêche qu'en comparant les deux souris, on peut comprendre aussi quels sont les facteurs qui sont fragiles et qui font que la souris peut mourir ou la souris ne peut pas mourir. Donc, là-dessus, sur effectivement cette approche dynamique que tu présentes, qui est de dire il faudrait qu'il y ait quelque chose en continu, je reconnais là-dessus, tu as raison, ça c'est sûr. C'est pas pour autant que, en comparant les deux modèles, on ne peut pas en inférer des facteurs causaux qui font que une souris va mourir ou une souris ne va pas mourir. Je rappelle aussi qu'on peut faire aussi de la recherche génétique et ensuite trouver des gènes de responsabilité. Stéphane, une question également? Non, c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire, mais j'ai un problème avec les modèles de SUDEP de souris. Pourtant, j'accepte des papiers chez Epilepsia, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est le problème de transposabilité, c'est que les patients qui meurent de SUDEP, ils meurent de crise tonico-clonique. Et le problème des crises toniques, c'est que de toute façon, on sait qu'on induit une hypoxie parce qu'il y a une phase tonique aussi sur la cage respiratoire. Donc en fait, je
je ne suis pas certain qu'on ait la spreading dépression corticale qui fait qu'on respire moins et qu'on a une anoxie qui est déjà commencée et on meurt, comme ce qui se passe chez l'humain, plutôt que c'est simplement une hypoxie et que la crise tonique plus ou moins longue joue un rôle là-dedans. Et donc, quelque part, au-delà de ce commentaire, la question, c'est de regarder la durée de la crise tonique chez vos souris, et est-ce que c'est la même. corrélé ? C'est la même. La durée est la même. La durée est la même. Et par contre, je te rappelle quand même que nos souris font des crises toniques. Et elles n'en meurent pas. Enfin, en tout cas, une des deux lignes, elles n'en meurent pas quand même. Donc, il y a quelque chose. Non, mais je veux dire, Parce c'est que... commun à tous les modèles de SUDEP de souris. Mais je veux dire, je fais du PTZ à des souris ou des rats, ils font une crise tonique, ils meurent. Enfin, il suffit d'en mettre un peu trop, quoi. Tu vois, donc, Oui, mais... Mais c'est en ça où là, j'ai une problématique, mais je ne sais pas. C'est le problème de tous les modèles animaux. Hein. C'est jamais parfait pour corréler aux conditions humaines. Je ne suis pas sûr qu'avec ton modèle PTZ, tu aies eu ce shutdown qu'on observe, nous, après derrière. La même chose, il suffit d'en mettre trop, il meurt. Après, sur le plan physio, je n'avais pas les données. Merci Benoît pour cette présentation. Et maintenant, on va passer la parole à Blandine Dauzière qui va nous présenter son propos. Bonsoir à tous. Donc oui, je vais vous montrer une communication en images. Donc effectivement, il y aura une petite vidéo, mais avant de vous montrer la vidéo, je vais vous replacer un petit peu le contexte et de pourquoi on a voulu faire ça. Donc les SUDEP, il y a quand même une grosse question, c'est est-ce qu'il faut en parler aux familles et aux patients ? Je ne vous dirai pas que j'ai la réponse, mais on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble. Donc ça fait un petit moment qu'on se pose la question de savoir comment c'est fait. J'avais déjà présenté ça il y a longtemps au JFE, mais je vous remets juste quelques données. Donc on avait fait un questionnaire lors de la commission épilepsie de la SFNP, donc en 2022, ça date un peu, où on essayait de voir un petit peu l'avis donc que des neuropédiatres sur est-ce qu'on parle des SUDEP, comment on en parle, et puis il y avait quelques questions sur les dispositifs de surveillance. Et ce qu'on pouvait voir à cette époque, c'est que quand on leur demandait s'ils étaient à l'aise pour en parler, globalement, la réponse, elle était plutôt non, que ce soit aux parents, aux adolescents ou aux enfants. Donc, on n'était pas à l'aise pour en parler. Est-ce qu'on en parlait spontanément ? Eh bien, quasiment 70% ne parlaient pas spontanément des SUDEP aux patients. Et pourquoi ils n'en parlaient pas spontanément ? Soit parce qu'ils avaient peur d'augmenter l'inquiétude parentale, peur d'augmenter l'inquiétude des ados ou des enfants, ou parce qu'ils considéraient que les SUDEP étaient trop rares chez l'enfant, ou parce qu'ils n'étaient pas à l'aise. Et quand on essayait de voir à quel moment on pouvait en parler, on avait, vous voyez, 42% qui en parlaient au moment où la famille ou l'enfant questionnait, quasiment 50% en cours de suivi, puis finalement un petit 7% à la première consultation et 3% n'en parlaient jamais. Et quand on regardait à qui on en parlait, bon, sans surprise, la grande majorité en parlait plutôt chez les patients qui avaient vraiment des syndromes connus pour être vraiment à risque, comme les syndromes de Dravet ou les EJ. Et donc la conclusion, c'était que ça restait quand même un sujet un petit peu tabou, qu'on n'était pas à l'aise pour en parler, qu'on ne savait pas comment en parler. Et il y avait aussi une question sur le besoin de formation et de support, et tout le monde mettait qu'effectivement, on aurait besoin un peu d'aide, de support ou formation pour apprendre en fait à en parler. Donc il y a des papiers, je vais passer rapidement les papiers, mais on trouve sur PubMed, il y a différentes études. Donc là, il y a ce papier où ils regardaient si les médecins qui prenaient en charge des enfants, je suis désolée, j'ai fait très pédiatrie, donc les médecins qui prenaient en charge des enfants avec épilepsie, est-ce qu'ils parlaient du risque de SUDEP ? Et donc il y avait tout un questionnaire que je ne vous détaille pas, et ils avaient fait 4 grandes catégories, et finalement, les avis étaient quand même plutôt à dire qu'il fallait en parler pour la minorité des patients. Il y avait quand même des avantages à en parler, et ça, je trouve que c'est important, notamment celui-ci, il y avait quand même quasiment 50% des médecins qui disaient que c'était bien parce que les patients avaient le droit de savoir. Certains disaient pour améliorer l'observance. Et puis, par exemple, dans les obstacles possibles à parler, donc il y avait la peur d'effrayer, évidemment. Mais par contre, vous voyez, 0 disait parce qu'il n'est pas nécessaire que les patients connaissent la vérité. Donc je trouvais que c'était des points assez importants à souligner, mais bon, quand même dans ce papier, donc les facteurs en faveur de ne pas dire tout, les médecins qui ont peu de patients finalement en charge sont plutôt à dire on ne dit pas tout, le peu d'années d'expérience d'une médecin aussi, donc finalement le peu d'annonces faites, et les facteurs en faveur de le dire, c'est pour les patients qui ont une épilepsie réfractaire et puis à la demande des parents et des patients. Donc il y a plein de papiers, je ne vous les détaille pas tous, et globalement on a l'air de dire qu'il faut en parler, mais pas à tout le monde, à qui, quand, on a un petit peu du mal à savoir. En France, on a rédigé les recommandations pour la prise en charge des enfants et adultes avec épilepsie. Il y a quand même
petit paragraphe sur la SUDEP et vous voyez qu'on ne se mouille pas trop puisqu'on a écrit « il est préférable que l'information soit donnée, mais on ne sait pas trop quand ». Et puis bon, parmi d'autres informations sur la maladie. Mais en fait, si les familles le savaient déjà, c'est-à-dire quand vous avez la famille en face de vous, est-ce que finalement vous leur dites pas, mais eux ils le savent et peut-être qu'ils aimeraient finalement l'entendre de votre bouche. Donc il y avait ce papier où il y avait 270 dossiers quasiment qui avaient été vus et ils avaient posé des questions aux parents. Donc il y avait 2 questions, une question très vague et puis une question plus spécifique. Et donc la question vague, c'était qu'avez-vous pensé quand vous avez vu votre enfant faire une crise? Donc vous voyez que des parents évoquent spontanément la mort de leur enfant. Et quand on les dirige un peu, certains passants pensent que leur enfant va mourir. Est-ce que vous y avez pensé? Et là encore, les parents répondent que oui, ils y ont pensé. Petit exercice tout simple, je l'ai fait ce matin. On tape dans Google. Vous imaginez bien que c'est ce que font beaucoup de patients. Hein. Peut-on mourir d'une crise d'épilepsie? La première chose qui sort, c'est ça. Il existe un risque de mort subite. C'est surligné, hein. C'est pas moi qui l'ai surligné, c'est Google. Risque d'une crise d'épilepsie, je me suis dit, du coup, c'est un peu plus large, quoi. Peut-être que là, on ne verra pas. C'est surligné. Risque de mortalité environ 2 fois supérieur à celui de la population générale. Peut-être que mon moteur Google est un petit peu influencé par mes recherches, mais voilà, en attendant, on tombe dessus, quoi. Mais alors voilà, maintenant qu'on sait ça, que les parents, ils le savent peut-être, comment leur en parler? Parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile, au milieu de la consultation, de dire, au fait, il peut mourir, mais vous allez quand même rentrer à la maison, voilà. Donc, quand j'avais préparé, alors je ne sais plus c'était en quelle année, mais où je faisais les actualités pédiatriques des JFE, j'étais tombée sur cet article que j'avais trouvé intéressant, où donc c'était une petite équipe qui avait créé et testé une vidéo pour expliquer aux patients la SUDEP, mais pas que la SUDEP, aussi les risques liés à l'épilepsie. Et donc, leur hypothèse, c'était que la plupart des adolescents n'étaient pas assez informés, voire pas du tout informés du risque de SUDEP, et donc ils avaient fait leur étude comme ça, donc ils avaient fait cette vidéo. Ils avaient montré la vidéo aux parents d'adolescents donc de 14 ans, d'abord aux parents, puisqu'après il fallait que les parents donnent leur accord pour que la vidéo soit montrée aux adolescents. Et ensuite la vidéo était montrée aux adolescents. Il y avait des petits questionnaires pour évaluer la compréhension des parents et des adolescents avant, après vidéo. Et puis évidemment, il y avait à la fin un temps médical pour pouvoir répondre aux questions de tout le monde. On ne leur balançait pas la vidéo et puis après, vous rentrez chez vous. Donc je vous mets quelques photos, mais vous allez voir la vidéo en espérant que ça fonctionne. Donc, ce qu'ils en ont retenu, c'est que donc, côté parents et côté patients, donc pour les parents, avant la vidéo, il y en avait 46% qui avaient déjà entendu parler des SUDEP, seulement 15% par le médecin. Merci Google. 100% voulaient savoir, mon enfant est-il à risque de SUDEP, et 80% voulaient savoir comment prévenir la SUDEP. Après la vidéo, 100% des parents ont appris des choses, 100% pensent qu'il était important d'être informés sur les SUDEP, et 93% étaient d'accord pour que leur enfant du coup de 14 ans voit cette vidéo. Pour les patients, donc je rappelle un des ados, avant 50% avaient entendu parler des SUDEP, 36% par leur médecin, et après 100% ont appris des choses et 96% pensent qu'il est important d'être informés sur les SUDEP. Donc là, les familles et les patients ont l'air de dire qu'ils veulent être informés. Je vous montre la vidéo. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des SUDEP et de la prévention des accidents chez les patients atteints d'épilepsie. Nous espérons vous donner des informations qui vous permettront de mieux comprendre votre épilepsie. Nous allons commencer par expliquer ce qu'est une SUDEP ainsi que les facteurs de risque de blessure en lien avec l'épilepsie. Puis nous discuterons des idées reçues sur les SUDEP et nous explorerons ensuite les stratégies de prévention des SUDEP et enfin, nous vous montrerons comment en savoir plus. Le terme de SUDEP est l'abréviation de Sudden Unexpected Death in Epilepsy, mort subite et inattendue liée à l'épilepsie. C'est un terme qui fait peur, mais qu'il est important de connaître car bien que les SUDEP soient extrêmement rares, elles pourraient être évitées. Les SUDEP semblent moins fréquentes chez les enfants que chez les adultes et se produisent le plus souvent chez les personnes âgées de 20 à 40 ans. Nous ne savons pas exactement ce qui cause les SUDEP, mais les recherches montrent que ce phénomène est secondaire à une crise d'épilepsie avec atteinte de la fonction respiratoire et cardiaque au décours de la crise. Il est également probable que les SUDEP se produisent différemment selon les individus. Des travaux de recherche sont en cours. Les SUDEP sont rares, mais certaines personnes sont plus à risque que d'autres. Le facteur de risque le plus important est la présence de crises tonico-cloniques généralisées. De plus, les SUDEP se produisent généralement pendant le sommeil. Ainsi, les crises nocturnes sont également un facteur de risque. Certaines entreprises ont mis au point des systèmes de surveillance nocturne ou des oreillers pour personnes avec épilepsie conçus pour prévenir du risque d'étouffement. Jusqu'à présent, rien ne prouve que ces mesures réduisent le risque de SUDEP. Consultez votre médecin si vous souhaitez en savoir plus sur ces dispositifs de sécurité nocturne. Il existe beaucoup d'idées reçues sur les SUDEP et cela peut prêter à confusion. Par exemple, il est souvent dit que tous les décès de patients atteints d'épilepsie sont dus à des SUDEP. C'est faux. En fait, la plupart des décès chez les patients avec épilepsie ne sont pas liés à leur crise.
La deuxième chose qu'on entend souvent, c'est que certains médicaments anti-crise sont plus efficaces que d'autres pour prévenir les SUDEP. C'est faux, et la recherche montre que tous les médicaments antiépileptiques préviennent les SUDEP de la même façon, à condition qu'ils soient pris conformément à la prescription et que l'épilepsie soit équilibrée. Enfin, certaines personnes pensent que les SUDEP ne peuvent pas être évités. Un des facteurs protecteurs des SUDEP est de ne pas laisser la personne seule après une crise d'épilepsie et de la stimuler. Concernant les risques de blessures dues aux crises, de nombreuses mesures de prévention existent et nous allons en détailler quelques-unes dans les diapositives suivantes. Une personne atteinte d'épilepsie fait probablement beaucoup de choses sans même s'en rendre compte pour éviter tout risque lié à son épilepsie. Parmi les recommandations importantes, il y a celle de ne jamais se baigner seul et de savoir que les douches sont toujours plus sûres que les bains, avec moins de risques de noyade en cas de crise. Les personnes atteintes d'épilepsie doivent également éviter les outils électriques et les feux par exemple, surtout si elles sont seules, et elles doivent éviter les travaux en hauteur. La conduite d'une voiture est un autre problème de sécurité pour les patients avec épilepsie. En France, les patients avec épilepsie peuvent passer le permis de conduire et conduire s'ils n'ont pas fait de crise depuis 1 an avec ou sans traitement antiépileptique. Il faut arrêter de conduire si les crises reviennent. Pour minimiser les risques de crise, il est important de connaître les facteurs qui les déclenchent. Par exemple, le manque de sommeil, la consommation d'alcool ou de drogue et le stress peuvent augmenter la fréquence des crises d'épilepsie et vous mettre en danger. La mesure de sécurité la plus importante en matière d'épilepsie, en particulier pour prévenir les SUDEP, est de prendre ces médicaments à horaires réguliers, chaque jour, exactement comme prescrit par votre médecin. Si vous avez des effets secondaires ou des difficultés à prendre vos médicaments, parlez-en à votre médecin et n'arrêtez pas sans avis médical. En résumé, les principaux facteurs de risque des SUDEP sont les crises tonico-cloniques généralisées, les crises nocturnes et les crises fréquentes. La meilleure façon de prévenir les blessures en cas d'épilepsie est de ne pas courir de risques inutiles et de prendre les médicaments tels qu'ils sont prescrits. Maintenant que vous connaissez les principes de base, nous allons vous dire comment savoir plus. Tout d'abord, vous pouvez toujours en parler à votre médecin. Il peut vous donner une meilleure idée de votre risque personnel de SUDEP en fonction de votre type d'épilepsie et de la fréquence de vos crises. Notez vos questions entre vos rendez-vous avec votre médecin pour ne pas les oublier. Il existe de nombreuses ressources en ligne qui parlent des SUDEP et il peut être difficile de savoir à quel site faire confiance. Nous partageons ici avec vous une liste de sites internet qui contiennent des informations sur les SUDEP. Vous pouvez les consulter chez vous et les montrer à votre famille, vos aidants et aux personnes qui prennent soin de vous. Cette vidéo n'est qu'un aperçu des SUDEP. Nous espérons qu'il ne s'agit que d'une première étape dans votre recherche d'informations pour prévenir tout accident ou blessure liée à l'épilepsie. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et nous espérons qu'elle vous aura permis d'en savoir plus sur les SUDEP. Donc pour le texte, on a respecté parfaitement ce qui était sur la vidéo d'origine. Et évidemment, j'ai demandé l'autorisation au Dr Greenlow pour la réutiliser. Et je lui ai montré la version française. Elle est ravie. Donc, juste rapidement, comment en parler donc, on l'a dit, il n'y a pas de guidelines. Le moment idéal, je ne sais pas. Moi, mon avis, c'est probablement la première consultation, mais peut-être que j'ai tort. D'autres pensent qu'après, mais parfois, est-ce que c'est pas trop tard ? Enfin, vous avez un jeune qui a une EMJ, vous débutez le traitement à la première consultation, vous le revoyez 2 mois plus tard, il fait plus de crise. Ça va peut-être pas être facile de lui dire que finalement, on peut mourir. Voilà, mais bon. Laissez la question venir dans la consultation. Alors, ça vient pas toujours. Moi, je trouve que ça vient même pas facilement. On sent que les parents, ils l'ont là au bout des lèvres, mais qu'ils n'arrivent pas à le verbaliser. Et souvent, voilà, il faut quand même les pousser un petit peu, les laisser trouver par eux-mêmes. Merci Google, mais qu'est-ce qu'on fait une fois que Google nous a dit qu'on pouvait mourir, voilà, à la maison tout seul, et avoir des supports existants. Donc il n'y a pas beaucoup de supports, d'où l'idée de traduire cette vidéo pour qu'il y en ait, mais l'objectif serait qu'il y en ait de plus en plus. Il y a d'autres supports, j'ai aussi mis le dépliant de la RSME et on va essayer de faire un dépliant un peu pareil, plus spécifique à la pédiatrie, où on évoquera aussi les SUDEP. Pour certains, là je pense, parce que je vois les madames du syndrome de Dravet, dans certaines associations, il y a aussi des livres donc dans le syndrome de Dravet, il y a une BD où dans la BD, il y a une page sur la SUDEP. On ne s'y attend pas forcément quand on lit la BD, mais voilà, c'est clairement dit, c'est un livre qui est à destination des familles. Donc, il n'y a pas de tabou là-dessus. Donc, en pratique, là, je vous parle de l'expérience de Robert Debray, donc ça n'engage que moi. Nous, on le dit, donc je vous l'ai dit, à tous les patients, sauf évidemment l'épilepsie absence de l'enfant, mais on le dit facilement à tous les patients, dès l'annonce diagnostique, donc la première fois. On essaie de laisser venir la question, mais ça ne marche pas toujours, et on finit par le dire plutôt spontanément. On le dédramatise puisqu'on essaie de les mettre dans les... Enfin, qu'est-ce qu'on risque quand on fait une crise, donc au même risque que la noyade. On arrive à glisser la SUDEP. On donne les facteurs de risque et puis les facteurs de protection aussi.
Et on essaie, en tout cas dans le service, de former les médecins à en parler. On a créé un jeu qui est un atelier d'annonces où nos internes et jeunes chefs font des annonces. Donc ils annoncent des syndromes de Dravet, des EMJ, des épilepsies absence de l'enfant, et on leur fait dire qu'on peut avoir une SUDEP, qu'il y a un risque, et quand ils ne le disent pas, nous on joue les parents et on leur dit « Vous êtes sûr, il ne peut rien lui arriver ?» Voilà, pour les entraîner à le dire finalement devant nous, avant de le dire devant les parents. Nos internes aiment bien, ils ne sont pas là, donc je peux dire qu'ils aiment bien, mais ils aiment bien. En pratique, quand même, les parents disent ce qu'ils veulent savoir. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les parents. Pour les parents qui ont des enfants qui sont décédés de SUDEP, on a déjà eu des remerciements de parents de l'avoir dit. C'est un peu bizarre, mais ça surprend, en tout cas la première fois. Il faut qu'on connaisse aussi les dispositifs de surveillance parce que les familles questionnent beaucoup. Alors nous, à Robert Debré, on n'a pas trop ce problème parce que les dispositifs de surveillance coûtent cher et donc du coup ne sont pas vraiment à la bourse de nos familles. Et ça, c'est juste une remarque, c'est que dans certaines pathologies, on le dit assez facilement qu'on peut mourir. Les patients qui ont de l'asthme, ils savent qu'on peut mourir d'une crise d'asthme. Alors pourquoi on ne le dit pas pour l'épilepsie? Pourquoi ça fait plus peur? C'est une question, je laisse en suspens. Donc voilà, donc en conclusion, la SUDEP, ça existe. Maintenant, on en est tous convaincus, chez l'enfant et chez l'adulte. Avant, on disait qu'il n'y en avait pas chez l'enfant, mais il y en a aussi chez l'enfant. Il n'y a pas de mode d'emploi pour en parler. Il faut trouver ce qui convient. Malheureusement, il faut aussi s'entraîner. C'est un peu difficile de le dire comme ça, mais voilà, d'où les ateliers d'annonce. Ne pas le dire, les familles vont le trouver, vous l'avez vu, il n'y a pas besoin de taper grand-chose pour tomber sur la page. Et moi, je pense que la relation de confiance aussi avec les familles, quand ils ont vu sur Internet qu'on pouvait mourir et que vous ne l'avez pas dit, je pense que la confiance peut être assez facilement rompue. Il y a quand même des syndromes aussi qui sont plus à risque. Donc là, clairement, je pense que ça ne se discute pas, il faut le dire. Et je réinsiste pour dire que les familles veulent savoir. Et là, pour le coup, je ne parle pas pour moi, mais sous couvert des familles. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps. Oui, sinon... Oui, j'ai tenu le temps. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question au fond. Est-ce que vous pensez que vous pourriez rajouter à la fin de votre texte, comment dire, une référence française, enfin faire référence à la LFCE, à tous les travaux qui ont été faits par Marie-Christine, bien évidemment, et pour que les familles françaises puissent avoir... Il y a le RSME normalement. Oui, en fait, le site, ouais. Il manque quelque chose. Mettre oui, tout à fait. Oui. Oui, non, on peut. Oui, ça, il n'y a pas de souci. On peut mettre un QR code qui met le lien directement vers le site. Oui, non, mais on peut rajouter sans aucun souci. Pour le coup, maintenant, on est des pros de la vidéo. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Ah oui, pour demander à la Ligue, oui, mais ça, je pense qu'il... Mais je pense qu'il n'y a pas besoin. C'est bon, j'ai l'autorisation. Très bien. Mais oui, on peut rajouter ça, il n'y a pas de souci. Tout à fait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui. Très vite, merci beaucoup. Voilà. En tant que famille, Google est un énorme argument. Moi, je veux juste le redire parce qu'effectivement, de plus en plus, et nous, par exemple, on s'active pour en parler entre patients. Donc, ça va être de plus en plus et ça va très vite. Voilà. Et juste remarquer aussi que je suis très surprise et c'est une colère que je ne suis pas la seule à ressentir sur le fait que sur la statistique à propos du droit, comme on dirait que c'est un argument complètement mineur, ça me paraît assez sidérant, c'est pas du tout un élément mineur, d'autant que voilà, dans le rapport au médecin, qui n'est pas toujours évident pour tout le monde, vous savez même mieux, voilà, effectivement, cette question de confiance, en fait, et il me semble d'autant plus important que l'épilepsie, c'est une maladie aussi de perte de contrôle, et que le fait de ne pas avoir les informations ajoute encore de la perte de contrôle. Ça va loin dans, voilà, comme ferment de colère, je pense que c'est quand même assez fort. Et je voulais juste dire, sans m'étaler de trop, que donc effectivement, à notre stand, on a un certain nombre de documents, certains qui sont un peu des brouillons et j'en ai très peu et c'est à consulter parce qu'on essayait justement de traduire des trucs pour voir comment c'est possible et à destination de qui, voilà. Mais on a un livret, en tout cas à l'intérieur duquel, qui est une traduction, là encore, également, des recommandations de la Société allemande de neurologie qui contient des formulations possibles et qui me paraît être très aidant peut-être
aussi pour des médecins qui auraient du mal à parler, et qui, voilà, parce que là, il y a carrément des phrases, et puis on pioche, mais en tout cas, voilà, ça permet de s'entraîner dans ce point. Voilà, et juste la nécessité de peut-être réactualiser cette information, qui est une revendication de notre asso aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, un enfant, il grandit, il rentre dans une population à risque alors qu'il n'y était pas au départ, donc on n'a pas informé au départ, mais à un moment donné, dans ce cas-là, il va falloir le faire, puisque cette fois, il est dans la population à risque, ou alors, à l'occasion de tous les changements de situation de vie, on n'est pas seul, évidemment, on est seul, et aussi parce que même si tout le monde l'a bien compris, on ne pense pas de la même manière quand on est malade depuis peu de temps ou depuis très longtemps, et donc la réactualisation de l'info, elle nous paraît vraiment indispensable. Oui, vous avez raison. Après, déjà, on essaie de se concentrer sur le fait de le dire une fois, mais c'est sûr que la réactualisation est importante, et notamment, même pas... Enfin, parfois, on l'a annoncé aux parents, et puis l'ado n'a pas forcément... et c'est l'occasion aussi de lui redire. La transition, c'est aussi un moment où le redire. Alors après, voilà, pas le redire à chaque consultation, mais oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai que des fois, parfois, on a des gens qui sont déjà suivis. On voit des patients pour deuxième avis qui ont déjà un suivi depuis 3-4 ans, et nous, on les voit pour la première fois, et à la première consultation, on leur parle de SUDEP, alors que pour nous, c'est évident qu'ils sont au courant, et parfois, ils tombent un peu de leur chaise. Nous, on a déjà fait une consultation où il y avait plusieurs enfants épileptiques. Le grand, il était adulte. On annonce à la petite sœur qui a un risque de SUDEP, la mère est tombée de la chaise, quoi. Elle dit, on me l'a jamais dit. Ouh. Bon. Donc oui, mais effectivement, il faut réactualiser. Voilà, juste, j'arrête promis, mais non, excusez-moi, j'ai perdu. Très bien. Je vais juste rajouter une petite chose sur l'aspect Google, parce qu'on voit beaucoup, justement, quand on parle avec les familles, l'importance d'avoir des supports qu'on peut communiquer, comme cette vidéo, parce que cette information, les gens vont sur Google, une fois qu'ils l'ont, ils ne sont pas satisfaits, et où est-ce qu'ils vont la chercher? Sur les réseaux sociaux. Et là, c'est n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et donc c'est très important que, et même nous, parfois, moi j'étais hésitant pour aider les familles, de trouver facilement des références claires qui nous permettent de ne pas chercher de tous les côtés avec plein de fausses réponses. Et j'ai retrouvé mon idée, merci. C'est juste que il me semblait aussi qu'effectivement, la maman qui tombe de sa chaise, il faut le médecin pour donner une information claire et fiable. Il faudrait, nous, ce qu'on demanderait aussi, c'est de pouvoir repartir chez soi avec des choses à consulter à tête reposée, mais peut-être aussi d'avoir un accompagnement. Et là, c'est pas forcément, le médecin n'est pas forcément nécessaire. Moi, je suis capable, par exemple, de parler à quelqu'un qui a un tour de boulet par une info médicale. Et mon rôle à ce moment-là, c'est plus de donner l'info médicale, mais juste d'accompagner quelqu'un qui vit avec un risque de mort. Oui. Et peut-être aussi ne pas se cantonner, parce qu'il y a toujours cette formule de la population la plus à risque, et on va se camoufler dedans. Mais ça, c'est statistique. Donc, on peut ne pas être dans la plus à risque et puis mourir quand même. Ah oui, tout à fait. Donc, en fait, Bien sûr. il faudrait quand même que tout le monde l'ait. Et en particulier sur les facteurs de protection, dans les guides généraux qu'on trouve dans les infirmeries d'école, je ne sais pas quoi, que faire en cas de crise, il n'y a jamais cette histoire de rester, surveiller la respiration, stimuler. Alors que c'est à peu près les seules choses pour l'instant qu'on sait. Peut-être efficaces, mais si elles ne sont pas efficaces, qu'est-ce que ça peut bien faire? Si les gens le font, ça ne fait pas de mal. Oui, non, Voilà. Très bien. Ça fait partie des fiches techniques maintenant qui sont sur le réseau, sur le site de la Ligue. Un dernier commentaire avant de passer à la dernière présentation. L'alliance syndrome de Noël, je précise parce que du coup, le rappelle, vous savez, on est concernés, et moi je le suis personnellement. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit et puis pour votre témoignage. Moi, les deux choses qui me sont venues en tête, la première, c'est sur le fait de l'annoncer tôt, comme vous disiez tout à l'heure. En effet, quand on a un enfant qui a fait un état de mal, en fait, on l'a vu mourir. Et en fait, c'est peut-être le bon moment pour en parler. Et on a croisé des familles qui ont été choquées d'entendre parler pour la première fois de la SUDEP quand leur enfant avait 10 ans, 15 ans, que finalement il faisait plus beaucoup de crises et des crises courtes, alors que finalement le créneau, mon enfant vient de faire un état de mal, est quand même un créneau peut-être plus simple pour en parler. Et puis l'autre chose qui me venait, c'est de vous dire qu'on compte sur vous. Nous, en tant qu'association, malheureusement parfois, on est cette personne qui parle pour la première fois aux familles de SUDEP, et vraiment on préférerait que ce soit vous.
Merci bien pour vos commentaires. On va passer la parole à Cécile et Sylvia pour une petite table ronde, on a intitulé ça table ronde ou discussion, échange pour accompagner les soignants face à la mort soudaine d'un patient en institution. La question de Cécile sur les conduites à tenir. En fait, non, je suis censée être quand même plutôt là-bas. C'est pas le bras long, hein. Bonsoir, du coup. Alors là, oui, en fait, c'était plus pour lancer la discussion entre nous. Et donc là, j'ai quelques diapositives, mais vraiment plus pour lancer rapidement la discussion. Donc moi, donc on est deux, une pédiatre, une neuropédiatre, Sylvia et moi, du coup, qui travaillent. Alors moi, je travaille dans un institut qui s'appelle l'Institut LATEP, qui est plus spécialisé dans la prise en charge des personnes avec épilepsie et handicap, donc une vieille institution. Et donc du coup, on a ce double regard de la réflexion sur... là, on est sur des patients qui ont quitté l'enfance, la petite enfance dont nous parlait Blandine, mais enfin pas que la petite enfance, mais finalement... qui peuvent se trouver dans un contexte d'entrée en institution, soit en IME, soit plus tardivement dans les institutions. Et du coup, la réflexion, elle est effectivement comment on aborde cet aspect-là. Donc là, je ne reviens pas sur ça que vous connaissez, on a beaucoup de... Mais si ce n'est juste qu'on a cette histoire de mort... de risque de mort prématurée, donc Chris Héran nous a parlé tout à l'heure, ce matin, avec un surrisque qui n'est pas uniquement lié au SUDEP, et c'est là-dessus aussi qu'on voulait un peu insister, c'est-à-dire cet aspect du lien, donc sans lien avec l'épilepsie, ça on est d'accord, mais du coup en lien avec l'étiologie de l'épilepsie, donc effectivement la maladie qui évolue, ou qui peut, comme des personnes avec une sclérose tubereuse de Bourneville par exemple, qui peuvent avoir une insuffisance rénale terminale, des choses comme ça, ou une tumeur cérébrale et finalement décéder en lien avec ça, ou alors du coup très clairement en lien avec l'épilepsie, plus particulièrement les crises, et donc du coup notamment les SUDEP, les états de mal et les accidents en lien avec des crises, notamment des traumatismes qui peuvent engendrer effectivement des... Voilà. Et là, c'est directement et indirectement. Et donc, du coup, pour introduire ça, moi, je m'étais du coup posé la question à l'entrée dans l'institution dans laquelle je travaille, de savoir effectivement, avec ce diagramme en tête, de quel avait été le pourcentage de décès, de ces différents types de décès survenus sur en gros les 20 dernières années. Donc c'est quelques chiffres que j'ai extraits rapidement pour essayer donc qu'on puisse en discuter, juste pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne l'institution. Il y a une partie qui est médico-sociale, donc avec des EHPAD, infâmes et en gros une partie femme et une partie masse, et puis une partie qui est plus sanitaire, là, qui est sous le versant neurologie, qu'on intitule le centre de lutte contre l'épilepsie, et du coup qui permet de prendre en charge les patients pour des évaluations de leurs épilepsies sur des temps un peu plus prolongés, mais du coup qui est en sanitaire. C'est pour vous expliquer le diagramme qui suit. Et donc du coup sur la partie sanitaire, vous voyez en fait là c'est l'évolution en gros entre 89 et 2024. Donc c'est en effectif en sanitaire, on est autour d'une centaine de lits. Et donc il y a eu sur cette en fait près de 30 ans 42 décès. Donc effectivement avec les causes, donc des SUDEP bien sûr, mais aussi des accidents, des causes indirectes en lien avec l'épilepsie, ça va être beaucoup des pneumopathies, des pneumopathies de déglutition ou des arrêts respiratoires sur une fausse route. Puis bon, évidemment, on est sur des dossiers anciens, donc quelquefois je n'ai pas forcément pu trouver l'information très clairement. Voilà. Donc un âge moyen et avec des écarts types assez importants. Voilà. Là, la masse, pour vous donner donc ces effectifs plus petits, on a également une partie plus importante sans lien avec l'épilepsie, qui sont liées à des problèmes infectieux généralement, ou alors des personnes qui ont des handicaps très sévères et qui ont décédé des suites du polyhandicap. Et le FAM. Voilà, c'était juste pour illustrer un petit peu ces questions, mais pour illustrer effectivement qu'on a certes des décès qui, dans la description,
on est sur du rétrospectif, c'est du dossier, des dossiers qui sont pour certains ont près de 30 ans, à une période où en fait on avait des idées vraiment beaucoup moins claires sur les aspects de SUDEP, donc il faut le prendre avec précaution bien sûr, mais c'est toujours intéressant parce qu'il y a quand même des descriptions très précises, notamment des situations dans lesquelles les patients ont été trouvés, et donc du coup ça permet quand même de faire à peu près ces diagrammes et donc de réfléchir aussi sur d'autres voilà, ça je les ai mis tous les trois, ça permet de réfléchir un petit peu sur effectivement ces différentes étiologies. Voilà, donc du coup, notre réflexion par rapport à cet état-là, c'était, quand on a discuté de RSME, c'est effectivement, on voit bien qu'il y a une vraie problématique de communication et comment ça se passe dans des centres finalement, comment, avec des patients qui sont là, qui sont résidents, qui quelquefois vivent depuis certains temps, pour lesquels le diagnostic n'avait pas été abordé parce que c'était encore moins l'habitude à l'époque. Voilà. Et donc du coup c'était un peu de réfléchir comment dans ce contexte-là nous on pouvait aussi aborder ces questions. Donc effectivement c'est exactement ce que disait Blandine avant, c'est que et ce que vous disiez madame, c'est tous les changements de vie, c'est-à-dire que l'entrée en institution doit être un moment pour réaborder la question. Peut-être aussi avec des supports qu'on a à réfléchir, peut-être des supports en FALC, je pense qu'ils font donc en facile à communiquer, à lire, donc des choses aussi peut-être à réfléchir. Je pense qu'on va réfléchir prochainement à ces supports. Donc ça c'est le premier axe qu'on voulait discuter avec vous. Donc des supports, je ne reviens pas sur le support RSME, des supports aussi très bien faits des Anglais. Voilà, donc ça c'était le premier axe. Le deuxième axe, je laisse peut-être Sylvia aborder le deuxième axe. Oui, de centrer les choses aussi, parce que la porte d'entrée est très souvent les facteurs des risques. Alors, donc, je suis Sylvain Puri, neuropédiatre. Je travaille au CHU de Rennes, mais j'ai aussi une double casquette, on va dire, avec une intervention une fois par semaine à l'IME des Bel-Air. Et donc, c'est un IME qui accueille des enfants, donc 40 enfants qui présentent une épilepsie pharmacorésistante. C'est la population. Et donc, ça m'a pris, voilà, c'est double regard du quotidien des enfants. Et je dirais que l'arrivée des familles dans une structure, dans une institution, c'est déjà un pas pour ces familles, ces parcours, hein, voilà, sortir des circuits standards. Donc, ça nous permet de reprendre toutes les choses, de diagnostic, de l'histoire de ce parcours familial, de l'histoire de l'enfant. Et c'est un moment où on va pouvoir aborder aussi le sujet des risques et donc des SUDEP. Pour moi, ma pratique, le document de la Ligue, donc de réseau, c'est un document qui m'a beaucoup aidé depuis le début. En fait, il est sur le bureau des consultations et donc ça permet pour moi d'avoir un œil sur le sujet. Donc voilà, on l'aborde à un moment donné. Et je pense aussi que on ne peut pas ne pas parler des facteurs des risques quand on annonce l'épilepsie. Et donc, ça facilite d'arriver à ce risque-là et surtout de s'appuyer sur tout ce qui peut diminuer ces risques des SUDEP. Et donc, ça me semble très important. Alors, dans les facteurs de risque, justement, on s'est dit, dans les structures, dans les IME, là, c'est une population que des patients épileptiques. Donc, on va être très vigilant pour éviter tout ce qui est traumatisme, donc port de casque, la vigilance au niveau de traitement, etc. Mais avec l'idée tout de même que c'est à l'adulte et aux encadrants et aux éducateurs, à l'équipe en général autour, c'est à eux de s'adapter pour diminuer le risque potentiel. En fait, le risque de faire des crises, il est là pour tous les enfants qui sont accueillis. Et donc, comment nous, on va faire que ce risque diminue ? Et ça, c'est adapté
à chaque situation, à certains moments pour le même enfant. Il y a des périodes où il va faire plus des crises, des périodes où il fait moins des crises. Et donc, mon rôle, c'est d'informer les équipes de ce risque aussi et de réfléchir ensemble comment on met en place les choses pour permettre aux enfants de bénéficier et participer au maximum des activités, sport, loisirs, etc. C'est un lieu de vie du quotidien, donc la nuit, la surveillance. Et je pense que c'est important aussi de travailler ça avec les équipes parce que, alors dans l'IME où j'interviens, en 20 ans, il y a eu 6 décès, 3 dans le cadre d'une maladie neurogénérative, donc les choses s'est préparées différemment, et 3 SUDEP. Alors les SUDEP sont arrivés à domicile, pas dans l'institution, mais évidemment, ça amène la même violence et le même moment dramatique parce que l'enfant vit c'est son lieu de vie, donc on le connaît très bien, il est là, et tout d'un coup, il vient plus. Ça s'est passé un week-end, ça s'est passé pendant les vacances, et donc c'est très violent par rapport aux équipes. Donc de pouvoir, déjà c'est un sujet qu'on évoque régulièrement, et de pouvoir en parler, c'est indispensable. Et ce qu'on s'est dit avec Cécile aussi, c'est on est particulièrement, nous, neurologues et neuropédiatres présents dans ces structures, on pense à toutes les autres structures des IME où il n'y a pas de médecins, on en parle moins, donc c'est aussi important, et c'est un petit peu aussi l'objectif de faire un appel un petit peu à collaboration, et c'est de dire comment on peut réfléchir à donner un peu des guides, des recommandations pour toutes les structures qui accueillent des enfants qui présentent des crises d'épilepsie. Donc voilà, piloté par des structures spécialisées, mais je pense qu'il y a un besoin très important aussi dans des structures dites plus classiques, parce que voilà, dans la population, ça fait partie des symptômes des enfants qui sont accueillis. Et alors, du coup, juste pour avant dans l'échange, la discussion, c'était qu'effectivement, on parle beaucoup de SUDEP, mais qu'il y a aussi tous les autres risques. Et l'importance, il va être vraiment d'arriver à évaluer le risque. Alors, pour chaque, individuellement, c'est vraiment la médecine la plus individualisée possible. On voit apparaître aussi dans la réflexion qu'il y a probablement un spectre des SUDEP et non pas un seul mécanisme de SUDEP. Et que donc du coup, il va y avoir aussi une évolution de la réflexion par rapport à ça sur peut-être des surveillances particulières. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute la réflexion sur l'apparition du fameux cœur épileptique, donc de modifications cardiaques qui pourraient être intrinsèquement liées à plein de choses, la répétition des crises, des traitements anti-épileptiques avec leur lien sur certains canaux, par exemple ioniques. Et donc effectivement, notre réflexion, c'est ça qui est aussi, c'est-à-dire qu'effectivement l'évolution des connaissances fait qu'on essaye d'adapter aussi la réflexion qu'on peut avoir sur la communication par rapport à ça et la prévention à mettre en place. Et donc l'importance aussi, parce qu'on voit émerger un besoin effectivement des familles, des équipes légitimes bien sûr, de surveillance et de prévention. Et donc la vraie question, elle est aussi de se dire quel type de moyens de prévention et de surveillance on doit mettre pour ces patients qui doivent être évalués, comme dit le docteur Napuri, parce qu'effectivement ça évolue en fonction de l'âge, en fonction du temps. Et donc il y a effectivement, ça on va passer parce que vous le savez très bien, il y a aussi toute cette question effectivement de la prévention et de la prévention qui va du coup être variable en fonction de... C'est-à-dire que voilà, il ne va pas s'agir de répondre de manière pour tout le monde de la même manière. Et moi, c'est vraiment aussi l'apprentissage. C'est toujours quand on se confronte aussi à des aspects très pratiques, quand j'ai vu effectivement les chiffres et les dossiers un à un
que j'ai pu relire de l'Institut LATEP, c'est-à-dire qu'effectivement aussi le pourcentage de personnes qui avaient eu des suites très péjoratif d'accidents, d'équivalent d'accidents domestiques, de traumatisme crânien, donc pas uniquement de SUDEP. Et donc du coup, cette réflexion aussi à avoir de manière très large sur le risque. Et ça, effectivement, à réévaluer aussi, on le voit bien. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que cette question, elle évolue d'année en année en fonction de l'émergence de connaissances, qui émergent de connaissances théoriques sur les modèles à niveau, mais aussi de connaissances qui émergent de la vie réelle. Et donc du coup, on a effectivement besoin de ces échanges, de ces échanges et d'aider aussi c'est sûr que nous, on est une communauté spécialisée dans cet aspect-là, mais qu'on a besoin aussi d'aider tous les collègues qui interviennent dans des établissements qui ne sont pas spécialisés et qui ont besoin qu'on puisse leur donner un petit peu des outils clés en main. Voilà, c'était un peu ça, donc c'était l'idée de ça. Qu'on puisse effectivement, qu'on appelle des bonnes volontés, effectivement, à voir si effectivement on essaye de créer finalement un groupe de réflexion autour de cette question-là, plus spécifiquement dans les établissements médico-sociaux. Avec toute la multiplicité des outils maintenant aussi, est-ce que qu'est-ce qui est adapté pour telle ou telle situation? Tant mieux, ça existe de plus en plus, le matelas des surveillances, le night watch, etc. Mais comment avoir une utilisation adaptée aux patients de tous ces outils? Et juste pas oublier que la noyade, ça reste la cause principale des décès chez les patients épileptiques. Dans le bain, dans la piscine familiale, c'est plus rare dans les piscines publiques parce qu'il y a une surveillance, mais voilà, ces accidents de quotidien sur lesquels on peut, en parlant, diminuer ces risques avec la prévention. Donc, s'il y a des bonnes volontés dans la salle, parce que l'idée, c'était aussi un petit peu, là, c'était de lancer des pistes de réflexion, si c'était des choses qui pouvaient, ou si vous avez des contacts avec des personnes que vous pensez être intéressées et pouvoir intervenir dans le questionnement. C'est plus ça. Et on voit qu'il y a une cassure quand même au niveau des taux de mortalité sur les 10 dernières années. C'est des choses que je n'arrive jamais à... Alors 2006, j'ai la réponse que tu vas. Les premiers, 2006. C'est voir aussi des SUDEP, mais c'est vrai que c'est un message, je pense que je l'avais, mais je pense que c'est important, c'est les oreilles alvéolées. On a mis en place les oreilles alvéolées en 2006, et je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais en tout cas, on voit que ça bon, ça, je pense qu'il faut les chiffres sur le temps, il faut que sur l'évolution, mais... En tout cas, je pense que il faut voir ça. Cette pyramide de microne, si vous avez essayé de respirer à travers un oreille alvéolée, vous comprendrez qu'on arrive à respirer alors qu'un oreiller, on n'y arrive pas. Donc, il faut vraiment, déjà, ça, c'est une chose simple, qui est quand même importante à noter. Il faut partir sur des objets connectés très complexes. Bon, personne... on lancera, on fera une petite mailing. le réseau, ouais. Donc des volontaires pour travailler dans les... Merci à toutes les deux. Et on va clôturer cette séance et merci à tous d'être restés aussi tard. Bonne soirée.